Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Philippe Rioult. J'ai eu l'honneur de diriger Mademoiselle Ouetrani qui vous a présenté son travail. Au lieu de vous dire bonjour, j'aurais dû vous dire, pour rester dans le contexte, salam alaikum, shalom et salve. Parce que c'était les trois langues de l'époque, c'est-à-dire l'arabe, l'hébreu et le latin. Et on reparlera tout à l'heure, mais on pourra parler donc de Ibn Rushd, donc Averroès pour la langue arabe, Maïmonide pour l'hébreu, et puis on évoquera peut-être Hildegard von Bingen pour le latin. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a intéressé dans le travail de Mademoiselle Ouetrani, donc c'est une thèse d'exercice de pharmacie, hein, je veux mettre les choses au point tout de suite, ce n'est pas une thèse de recherche. Elle vous a détaillé un peu son cursus. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une étudiante arabophone qui nous permettait d'accéder à un certain nombre de manuscrits. Et en travaillant donc avec Mlle Ouetrani et avec M. Bouzelmat, on s'est aperçu qu'il restait encore des trésors enfouis, que ce soit à Fès ou ailleurs, qui n'avaient pas encore été traduits. Et au niveau scientifique, il y a un énorme travail, pas seulement au niveau de l'histoire de la pharmacie, mais au niveau de la physique, au niveau de la chimie. Il y a encore tout un tas de manuscrits qui, malheureusement, n'ont pas été exploités. Ce qui a été extrêmement intéressant aussi, c'est de redécouvrir un petit peu cette période. Alors, on ne va pas la fantasmer, hein, on ne va pas vous dire que tout se passait très bien. Ça s'est passé quand même avec des conquêtes, avec des combats, des guerres. Mais ce qui est très intéressant dans la période notamment d'Al-Andalus, c'est cette espèce de melting pot qui a permis de faire avancer la culture. Et si je peux me permettre, je voudrais vous accueillir dans notre bibliothèque, donc ce qui est, j'espère que je ne vais pas l'accrocher cette fois, un Baytu al-Hikma, c'est-à-dire ce qui avait été la conception des bibliothèques par les califes éclairés de cette époque d'Al-Andalus, où si vous visitez la bibliothèque ici, vous allez retrouver, je ne sais pas si ça a été conscient de la part de l'architecte, mais on retrouve les piliers, on retrouve les arcades, et on retrouve dans cette bibliothèque non seulement la conservation des ouvrages, le prêt des ouvrages, mais on retrouve ici, et nous sommes là pour en témoigner, des échanges avec le public, des échanges entre les étudiants, entre eux et les étudiants et les professeurs, de la recherche. Et donc on a une bibliothèque qui n'est pas simplement, je dirais, une boîte avec des livres, mais où on a une vie intellectuelle. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant dans le travail de Mademoiselle Ouetrani de voir que, d'une part, on s'aperçoit que c'est la culture et la connaissance, la curiosité, la recherche du savoir qui a primé. Alors, il y a eu un moment où plusieurs périodes avec les Abbassides, avec les Almoravides, ça s'est un peu moins bien passé. Mais au niveau des Omeyyades, par exemple, on a eu une expansion extraordinaire de cette culture et de cette recherche. On voit bien dans son travail qu'on avait une sorte de, comment dire, d'association, de symbiose entre un pouvoir politique fort, celui des califes, des mécènes et des savants. Mademoiselle Ouetrani vous a parlé du prophète Mohammed et de son ouvrage sur la médecine. On va remettre les choses en place. Effectivement, il a voulu influencer, il a voulu lancer des règles d'hygiène, des règles de médecine, mais il ne faut pas oublier que Mohammed s'est entouré de savants, s'est entouré de médecins. Il avait un aréopage d'intellectuels qui lui ont permis d'avancer et d'édicter un certain nombre de règles. Donc ce qui est intéressant à cette époque-là, c'est de voir qu'on a à la fois la culture scientifique, la culture savante, mais qui va travailler avec le pouvoir politique et qui va essayer de faire avancer les choses.
Donc ça, c'était pour le préambule. Et maintenant, je laisse mon confrère poser les questions qu'il voulait absolument poser tout à l'heure. Vous pouvez même reposer la première parce que je crois qu'on ne l'a pas bien entendue. D'abord, je voulais vous féliciter, ma chère consoeur, mais je voudrais vous poser quand même quelques questions. Vous avez intitulé les apports arabo-musulmans. Bon, arabo, on a bien compris, quoique vous avez fait une impasse sur le Maghreb. Vous n'avez pas beaucoup parlé du Maghreb, ce qui s'est passé. Mais je voudrais vous poser une question, parce que si l'on regarde en parallèle ce qui se passe dans les sociétés dites chrétiennes à cette époque, l'influence de l'Église est très déterminante. Alors, je ne dis pas pour les médecins, mais je parle par exemple pour les pharmaciens ou pour les hôpitaux, qui sont entièrement dévolus donc à un personnel religieux. Est-ce que l'on trouve dans l'islam la même chose? Est-ce qu'il y a, pour tenir les hôpitaux généraux, est-ce qu'il y a des gens de religieuses arabes? Peut-être, j'en sais rien. Et est-ce qu'ensuite, il y a des prescriptions tirées de l'enseignement du prophète qui permettraient justement de dire que c'est une médecine arabo-musulmane? Vous voyez ce que je... Est-ce que c'est à peu près clair? Alors, les premières questions, oui, mais la dernière, alors du coup, si vous pouvez plus préciser votre troisième question, en fait. Juste... La troisième question, si vous voulez, c'est que en quoi l'islam a-t-elle influencé la conception de soigner les gens? Est-ce qu'on parle beaucoup d'Hippocrate? Est-ce qu'au contraire, on prend des exemples dans le Coran? Je n'en sais rien. D'accord. Voilà, c'est des questions que je vous pose. Très bonne question. D'accord. Alors, première question, je vais répondre dans l'ordre, du coup. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. La première question, c'était, il me semble... l'organisation des hôpitaux, si vous voulez. Voilà, c'est la présence chrétienne dans l'intégration des connaissances. Non. Savoir s'il y avait... Si vous voulez, à cette période-là de l'histoire, le christianisme avait... Est-ce qu'on a des religieux musulmans dans les hôpitaux musulmans? Est-ce qu'il y avait, dans les pays d'islam, des personnes de grand cœur dévolues aux soins des malades dans les hôpitaux? Ah d'accord, enfin, des personnes, des religieux. Célèbres, des religieux. En fait, à cette époque-là, on retrouvait souvent des personnes qui ont étudié, et c'était plus souvent, enfin, les études et les sciences religieuses étaient plutôt liées. Donc à cette époque, on dirait que les médecins étaient plutôt religieux, mais aussi, enfin, des très bons praticiens. Donc les deux s'associaient, il n'y avait pas de distinction. C'était en tout cas l'esprit à cette époque. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si. D'accord. Bon, enfin en partie. Mais ma deuxième question, c'est est-ce que le Coran a été une source d'inspiration pour une conception de la médecine? Bon, je ne parle pas des lois sanitaires, comme l'exclusion du porc, etc. Mais est-ce que le Coran a été une source d'inspiration dans l'art de soigner, dans la conception? Parce que vous avez abordé quelque chose qui est important, c'est par exemple l'autopsie des cadavres. Oui. Chez les chrétiens, ça a été un grand problème. Oui. C'était très compliqué de trouver des cadavres à autopsie. Il fallait souvent payer les fossoyeurs en dehors de, etc. Et ça, c'est jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, quelle est la position d'un scientifique musulman vis-à-vis d'un cadavre? Est-ce qu'il peut faire l'autopsie? C'est une très bonne question. Alors, pour répondre déjà à la première question, en fait, à l'époque, vous me disiez si le Coran avait influencé les sciences médicales. Eh bien oui, j'en parle énormément. J'en parle une partie dans ma thèse. Je ne pouvais pas tout mentionner aujourd'hui.
mais l'influence religieuse était bien là. Et c'était une très bonne, une majeure partie, je dirais, puisque les enseignements que délivrait le prophète de l'islam étaient aussi d'aller chercher le savoir, même s'il résidait en Chine. Donc du coup, ça poussait un peu les politiques, les savants, enfin même les personnes lambda, à chercher le savoir où il était. Donc ils se sont cultivés comme ils pouvaient dans les bibliothèques. Certains faisaient des millions de kilomètres pour trouver milliers. Oui, des milliers de kilomètres, ne serait-ce pour trouver une phrase, enfin une source qui permet leur développement intellectuel. Donc moi je dirais oui, et un grand oui, pour votre question. Alors, ce qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est qu'il y a eu un rôle très important des traducteurs. Et il y a eu des traductions, je dirais, dans les deux sens. On a eu tout d'abord une traduction et une soif de culture et de connaissance par les savants arabo-musulmans. Alors, il y avait des Arabes musulmans, il y avait des Juifs, il y avait des chrétiens qui ont traduit des ouvrages du latin, du grec, du perse, du chinois, de l'indien en arabe. Et ce qu'on voit plusieurs siècles après, c'est qu'on a des traducteurs européens, occidentaux, qui vont reprendre, parce qu'on a d'abord la traduction, je dirais, littérale, où on constitue le fond de documentation. Et au fur et à mesure qu'on va traduire, ce que disait Mlle Ouetrani tout à l'heure, un certain nombre de savants vont refaire des expériences, vont commenter, vont améliorer et vont finir par rédiger leur propre traité. Donc on va avoir une évolution et l'Occident va revenir prendre un certain nombre de ces documents pour les traduire en latin. On a trouvé, Mlle Ouetrani n'en a pas parlé, mais le fameux Henri de Mondeville. Alors on ne sait pas si c'est de Mondeville ou d'Hermondeville, c'est très compliqué et je ne suis pas sûr, je ne sais pas si vous avez un élément de réponse sur ce traducteur normand, qui est soit d'à côté de Caen, soit d'à côté de Valognes, mais qui a été également un linguiste important et qui a retraduit, enfin, qui a repris ces ouvrages et les a donnés à connaître à l'Occident. Donc c'est cet échange, si vous voulez, sur plusieurs siècles qui est intéressant à mon sens. Monsieur Launay. Excusez-moi. Je voulais savoir si, dans la genèse du pharmacien d'officine à Bagdad, est-ce qu'il y a eu, comme en France, enfin comme dans l'Europe, la séparation avec les vendeurs de sucre et des épiciers? Très bonne question. Alors, dans les toutes premières officines, notamment celles que j'ai évoquées, il n'y avait pas de séparation encore à cette époque. C'était vraiment les débuts. Et je vous disais aussi lors de la présentation qu'on avait même des parfumeurs. Donc du coup, on distinguait les médicaments, enfin les drogues, les plantes médicinales, mais on avait également des épiciers, enfin des épices en fait qu'on utilisait dans la cuisine. Ils étaient présents notamment, on les achetait en pharmacie. Mais petit à petit, les pharmacies se distinguaient et on verra apparaître une séparation nette. Alors je ne sais plus c'est à quel moment exactement, je ne saurais vous dire là tout de suite maintenant. Mais c'est par la suite que la pharmacie évoluera et s'individualisera uniquement dans les médicaments. Oui, après cette très intéressant exposé, félicitations. Merci. Je voulais vous poser la question donc de quelle est l'influence, puisqu'il y a eu des traductions de Dioscoride et des chercheurs donc, et des anciens grecs, Théophraste, on peut imaginer, peut-être Pline l'Ancien, etc. Donc quelle est l'influence de l'Extrême-Orient, puisqu'on savait au fond que l'influence de l'arabisme, c'était aussi les échanges qui venaient de l'Extrême-Orient raffiné, donc de la Chine, de l'Inde et autres, et quelles étaient l'influence donc
de cet Extrême-Orient sur le monde arabo-musulman? Première question, merci. Première question, d'accord. Je vais répondre et puis ensuite vous allez poser. Elle était d'une grande importance en fait. Vous parlez, en fait, vous évoquez la Chine, l'Inde, c'est ça? Et même la civilisation persane, qui a été vraiment les précurseurs, en fait, je dirais, de l'apport des sciences dans le monde arabo-musulman. Je les évoquais dans ma thèse, en fait. Notamment, la Chine avait apporté beaucoup, on va dire, de sciences. On peut évoquer le papier, qui a pu développer la production de livres, de manuscrits, ce qui a développé le savoir dans le monde arabo-musulman. On peut évoquer l'Inde, notamment dans les sciences, dans les mathématiques, dans la phytothérapie. Donc les Arabes sont venus en fait reprendre toute cette liste, toutes ces connaissances pour pouvoir les développer d'eux-mêmes. Donc il y a eu vraiment un apport considérable du côté de l'Extrême-Orient. On a des plantes aussi, le ginseng, je crois. Le ginseng était aussi indien. Le ginseng a été importé par les Arabes. Et dans les racines, justement, quand on voit gingembre, gingembre, enfin, on pourrait imaginer que les racines ginseng, après c'était ginkgo, mais c'est beaucoup plus tard. Mais, non, mais là, c'est du chinois. Hein, c'est ginseng, c'est la racine homme. Mais par contre, pour parler justement, parce que j'avais demandé à Mlle Ouetrani de nous faire un petit topo sur la linguistique et les racines. En pharmacie, on connaît tous la chimie, mais c'est Alchemia, elle l'a dit tout à l'heure. Mais il y a des choses étonnantes au niveau des formes galéniques, par exemple, sur les louches, sur les robes, sur les sirops, shirab. Donc on a tout un tas de formes galéniques qui viennent directement de l'arabe. Et c'est un exemple que je donne en cours pour une plante que tout le monde connaît, qui est une borraginacée très, très jolie à fleurs bleues, c'est la bourrache. Mais les gens pensent moins que cette bourrache qui est sudorifique, eh bien c'est abourache, c'est le père de la sueur. Je prononce très mal, hein, c'est très plus compliqué, vous allez le dire proprement. Mais, donc on a un certain nombre de noms, et l'autre jour, en entendant, quand on a fait des répétitions, j'avais pas fait attention à une racine pour la chicorée. C'est Sicorium intibus, et quand on le dit en arabe, dites-le parce que ça va être mieux. Hindiva. Hindiva. Et c'est l'endive en fait. Et donc on a tout un tas de mots qui sont passés, mais qu'on ignore complètement parce qu'on n'a plus la culture et on n'a plus la connaissance. Donc on va pas faire un lexique, hein, mais il y a des tas de choses intéressantes à voir. Alors l'alambic, finalement, voilà. c'est un appareillage évidemment. Alcool. L'alchimie, c'est voilà. Beaucoup de noms sont. Alors, mais aldéhyde, non. Non, pas aldéhyde. Je vous réfère aussi à la liste que j'ai mise à la fin de ma thèse. En fait, les termes utilisés par la langue française qui ont. Voilà. J'en ai mis vraiment une trentaine de pages en fait qui montrent vraiment. Voilà, c'est tout ça. Tous les termes qui étaient employés par la langue française. C'est tout le tableau ici. C'est vraiment énorme. Et la dernière question était de vous poser la question suivante, donc en fait, de préciser les choses suivantes. C'est de dire au fond, alchimie, voilà, c'était au fond, pour les Occidentaux, on va dire l'ancêtre de la chimie moderne, voilà, transformée et rationalisée par Antoine de Lavoisier, donc, hein, mais à l'époque de la Révolution. Mais ce courant de l'alchimie, pour beaucoup, et dans l'alchimie de l'Europe occidentale, c'est un courant qui vient aussi du monde arabe, donc pour l'essentiel. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une mystique au fond de l'alchimie dans le monde arabe, dans le sens où est-ce que l'adepte de l'alchimie musulmane, arabo-musulmane, fait un chemin spirituel intérieur en parallèle avec la métamorphose de la substance qu'il transforme, qu'il évolue, en séparant le subtil de l'épais, comme est le rôle principal de la distillation? D'accord. Alors,
j'en ai fait également mention dans ma thèse. En fait, je distinguais justement la chimie scientifique et l'alchimie. En fait, à l'époque, ces deux mots n'étaient pas différenciés. On ne distinguait vraiment pas ces deux matières, puisque en arabe, on appelait alchimia pour les deux matières. C'est ensuite par la latinisation des termes qu'on a traduit alchimia, donc l'alchimie, et chimia pour chimie, pour dire chimie scientifique. Mais à l'époque, je dirais qu'il existait notamment l'alchimie ou je dirais pas des scientifiques, enfin je ne sais pas comment on peut nommer les personnes qui employaient notamment des procédés pour transformer le métal en spirituel, enfin en d'autres substances. Mais enfin il existait, c'est beaucoup développé dans le monde arabo-musulman. Et il y a des traités d'alchimie. Mais bon, il y a encore, je vous dis, beaucoup de travail à faire de traduction. Mais voilà, c'était pas deux choses distinctes à l'époque. Mais ça, on retrouve ça un peu en Occident. Hein. C'est pas quelque chose d'antinomique. Hein. Parce que les auteurs occidentaux font relation, Arnaud de Villeneuve, oui. Albert Legrand, etc. En relation, c'est sûr. Et ma dernière question, elle est très courte. A-t-on remarqué des propriétés différenciées, puisqu'on distille les principes aromatiques, donc les huiles essentielles en quelque sorte, on dirait maintenant. Est-ce qu'on a fait des différences à l'époque en intuition thérapeutique, si j'ose dire, entre les huiles essentielles douces qui pouvaient être considérées comme vulnéraires ou cicatrisantes, et d'un autre côté, des huiles essentielles un peu plus agressives que nous qualifierions d'antibiotiques ou de potentiellement antibiotiques, etc., préservatrices plus profondes. Parce que ça, actuellement, dans les recherches actuellement dans le Maghreb, je fais partie du comité de rédaction de la revue de phytothérapie, eh bien, il y a donc énormément de thèses qui sortent actuellement sur les distillations actuellement dans le Maghreb. Tout le monde veut valoriser les huiles essentielles du Maghreb, hein, donc c'est évident. Je ne suis pas sûr. Enfin, dans le travail qui a été fait, on n'est pas allé jusque-là. Je rappelle que c'est quand même c'est pas qu'une thèse d'exercice, parce que c'est pas très gentil de dire ça, mais je veux dire, c'est pas une thèse de recherche. C'est déjà un énorme travail, parce que ce que mademoiselle Ouetrani a souligné, il y a eu tout le travail de traduction aussi, et le travail de compréhension qui n'était pas forcément évident. Mais non, on n'est pas allé jusque-là. Je pense qu'à l'époque, on a distillé un certain nombre d'huiles essentielles, mais on n'a pas été jusqu'à affiner. On avait les principales propriétés, mais on n'a pas été jusqu'à affiner ce que vous disiez tout à l'heure. Par contre, on utilisait effectivement des aliments un peu moisis comme antibiotiques, mais ce qu'on retrouve en Occident aussi avec des fromages avec du bleu ou des pains moisis, mais qu'on retrouve en Chine aussi sur les graines de soja moisies. On s'aperçoit qu'en fait, il y a des découvertes qui sont concomitantes, quelquefois à la même époque, enfin quelques années de différence, mais on a quand même des sources qui sont à peu près identiques. Mais non, on ne va pas vous mentir, on n'est pas allé jusqu'à voir ce type de différence au niveau des huiles essentielles. Vous avez parlé, Attendez, je crois que Madame Tudor... Oui, mais si on me donne la parole, vous savez bien, vous me connaissez, ça va être difficile de la reprendre après, donc je peux vous laisser. Non, mais Monsieur Uni est redoutable aussi. Hein. Bon, d'accord. Bon, alors moi, d'abord, je ne suis pas du tout pharmacienne, hein, je suis historienne. Alors, plusieurs choses. Bon, vous l'avez dit après, la plupart de... ces médecins ou pharmaciens, entre guillemets, savants, sont persans et pas arabes. Ils sont arabophones, ils écrivent en arabe, mais la plupart sont persans. Hein. Et d'ailleurs, les manuscrits... Non, pas tous, parce que quand on prend... Beaucoup quand même. Non, quand on prend Averroès ou... Oui, voilà. D'accord. Mais tardivement. Mais je parle pour ceux de la partie la plus ancienne. Hein. Alors, justement, j'ai fait... Beaucoup sont persans. Oui, enfin, dans ma thèse, j'ai vraiment évoqué la partie orientale, la partie Maghreb et la partie andalouse. D'accord. Donc j'ai vraiment partagé le travail dans tout le monde arabo-musulman. D'accord. À propos de la translittération aussi, alors je crois que les choses sont extrêmement, extrêmement compliquées. Il me semble qu'il y a beaucoup de manuscrits
qui sont passés par le syriaque. Oui, Avant, exactement. et la plupart, je crois, sont passés par le syriaque. Oui, c'est ça. Avant de passer en arabe, ils ont été traduits du syriaque en arabe, puis ensuite, Et même parfois latin. du grec au syriaque, Oui, en du arabe. grec, c'est ça. Et, Bien sûr, à partir du grec, je crois qu'il y a. Alors moi, je ne suis pas du tout une linguiste, hein, mais le mot élixir oui, a été traduit du grec en syriaque, c'est ça. puis du syriaque en arabe, avant d'être latinisé. Et il y en a une foule d'exemples. C'est comme ça. ça. Je l'ai mentionné justement, l'exemple que vous avez évoqué dans ma thèse. Et du coup, c'était vraiment un parcours. C'est un parcours extrêmement compliqué. Hein. Mais c'est compliqué, mais riche. En fait, ça témoigne notamment bien des sûr. différentes civilisations et qui est vraiment bien sûr. étonnant. Et il y a même des mots qui existaient en latin, mais où l'arabe a supplanté le latin. C'est le cas de nymphéas, nénuphar, Ah oui, hein, qui a été oublié, sauf en matière picturale, mais qui Ça existe toujours en botanique, je vous rassure. ça existe encore. Bon, d'accord. Nymphéa aussi. Et ce qui est intéressant. Mais nénuphar aussi. Alors, Ah non, mais Nymphéa existe toujours. existe toujours. Mais Très bien. ce qui est intéressant, c'est que ce que Mlle Ouetrani disait, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'à un moment, au tout début, quand les savants ont traduit justement les textes, ils se sont trouvés totalement démunis parce qu'ils n'avaient pas de lexique scientifique. Donc il a fallu créer des mots. On a créé des mots Donc, sur la translittération. On a fait, translittération. de la translittération, puis on a aussi créé des mots ex nihilo, quoi. Donc en fait, ils étaient obligés de les recherches en fait pour pouvoir créer. Oui. C'était vraiment. Alors, à propos des voies d'acheminement, et j'en termine par là, enfin pas tout à fait, ce qui va permettre d'expliquer les Normands, c'est qu'il y a deux grandes voies d'acheminement. Il y a bien sûr Al-Andalus, et puis il y a la Sicile. La Sicile et le sud, et l'école de Salerne. On n'en a pas parlé, mais effectivement. Or, effectivement, c'est normand. Hein. Et donc, le grand traducteur Constantin l'Africain, hein, qui se trouve à Salerne, et on voit que d'ailleurs, ça décline complètement, comme quoi les Normands, dès qu'ils sont partis, c'est fini, hein. Mais ça décline complètement une fois le royaume normand, à la fin du royaume normand, hein, toute cette école de traduction de Salerne. Et puis juste pour terminer, à propos du canon de la médecine d'Avicenne, je voudrais dire, parce que c'est un domaine que je connais bien, que l'ancienne bibliothèque de Caen, donc 1432, la création de l'université de Caen, hein, l'un des premiers ouvrages possédés par l'ancienne bibliothèque, c'était un canon de la médecine. Et on l'a toujours à l'Abbé Lettres. Hein, Ah non, vous n'avez pas celui-là. Ah, non, la traduction. Ça serait, la traduction latine. Ah bah oui, d'accord. Oui, d'accord. Parce que je l'ai eu, je l'ai récupéré. Oui, mais vous n'avez pas celui non, on n'a de pas 14... le premier. Oui. C'était lequel, celui-ci, C'est le... Oh ben non, il date, alors attendez, 1437, il a été donné en 1450 à l'ancienne bibliothèque, Mais il existe une traduction latine, je crois. Ah oui, c'est possible, oui. Mais alors, il faudrait demander à Elsa. Je pense pas qu'elle soit très très ancienne. Ouais, pardon, Elsa. Je pense pas qu'elle soit très ancienne parce que quand on avait répertorié les anciens manuscrits, enfin les anciens ouvrages de la bibliothèque, on ne l'avait pas trouvé. On ne l'avait pas trouvé. Parce qu'il y en a, je ne sais plus si vous l'avez noté, mais il y en a une enfin, ça dépend qu'est-ce que vous appelez pour très ancienne, parce que comme vous êtes médiéviste, pas très ancien, quelquefois c'est... À partir de 1492, c'est du journalisme. D'accord. Mais elle est quand même intéressante parce qu'elle avait été, je crois, annotée. Il me semble qu'il y en a il y a une édition qui est annotée. Mais il ne remonte pas au... Oui. De mémoire, ça doit être fin 17e. Voilà. C'est ça, d'accord. Voilà. Mais ce qui est important, c'est ce que vous soulignez, c'est qu'en fait, la formation du médecin en Occident faisait référence à ces ouvrages-là. Et donc, on les retrouve. Donc, je pense qu'à Montpellier, on doit avoir un certain nombre de documents plus anciens dans toutes les bibliothèques qui n'ont pas eu le malheur de recevoir des bombes au phosphore en juillet 1944.
Oui, et encore, ça avait été dispersé à la Révolution française, hein, tout cela. Je voulais vous dire aussi, mais ça, vous n'avez pas pu la voir parce que vous êtes bien trop jeune, mais il y a eu à l'Institut du monde arabe une superbe exposition en 1996, qui s'appelait La médecine au temps des califes. Hein, vous l'avez vu peut-être, et où il y avait tout, où la BNF avait prêté tous ces manuscrits, notamment ces manuscrits persans, hein, et c'était une exposition absolue. Le catalogue, on doit trouver encore le catalogue, moi je l'ai à la maison, hein, c'est un énorme, et c'est absolument magnifique, absolument magnifique. D'accord. Mais vous pouvez continuer. Je voulais vous poser, est-ce que vous avez rencontré, parmi les intellectuels, les médecins ou pharmaciens, des Arabes qui n'étaient pas musulmans? On a parlé tout à l'heure de l'école de Salerne, on a parlé du siècle, etc. Je pense à tous les chrétiens du Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a eu, dans cette période, en même temps que la civilisation musulmane, des penseurs, des médecins Tout à fait. Pour vous rappeler, à cette époque, c'était vraiment un épanouissement interculturel. Et pour vous dire que les premiers médecins n'étaient pas musulmans. C'était des nestoriens. C'est eux qui ont commencé notamment à produire les traductions. Notamment, je pense que le traducteur que je vous ai mis n'était pas musulman. Il était nestorien. Donc du coup, il y a eu beaucoup de mélanges, de melting pot, comme l'a dit Monsieur Herriot au tout début. On le rencontrait donc au début du monde arabo-musulman, mais aussi dans l'Andalousie, où il y avait des mozarabes aussi. Les mozarabes, c'était des chrétiens d'Espagne. Et auprès d'eux, il y avait aussi des médecins juifs qui ont fortement contribué au développement de la médecine à cette époque. Vous avez parlé de la médecine bédouine. Vous n'avez pas dit grand-chose. Et vous avez fait voir, au début aussi, des exemples. Vous avez parlé des ventouses, des brûlures. Or, je vais vous dire une chose, comme tous les garçons de mon âge, j'ai fait la guerre d'Algérie. J'étais pharmacien, je n'ai pas tué. Mais je me souviens que très souvent chez les femmes arabes, vous savez, j'étais à Méchéria, c'était des Sahraouis, on trouvait sur le ventre ce qu'on appelait des moxas, c'est-à-dire des espèces de brûlures qui étaient faites par de l'étoupe que l'on mettait en damier sur le patient. Je ne sais pas exactement. Vous n'avez pas pu me dire sur le moxa. Vous n'avez pas entendu. J'ai aucune connaissance sur ça. Non, il y a eu on a retrouvé des cautérisations ou même des fers qui étaient appliqués, mais avec des brûlures très très importantes. Mais les moxas, c'est avec des cônes d'armoise qu'on fait brûler sur des points qui ressemblent un petit peu aux points d'acupuncture. Mais non, on n'a pas trouvé ça. Vous voulez dire au jour d'aujourd'hui, c'est ça? Actuellement, oui. Ça ne se dit pas au jour d'aujourd'hui. J'ai quand même mentionné dans la thèse qu'une partie dans le désert arabique, on retrouvait encore ces actes que certains, on appelle ça des tribus, employaient encore le fer pour notamment soulager la migraine. À notre époque. Une méthode assez héroïque, on dira. Ouais. C'est-à-dire que vous souffrez d'autre chose. Méthode très courageuse aussi. Il y a deux questions là-dessus. C'est soit le déplacement morbide de la pathologie, parce qu'on crée autre chose, c'est comme l'abcès de fixation. Soit on déplace la pathologie comme l'abcès de fixation, donc, parce qu'on crée, comme dit M. Rioux, quelque chose de dramatique à côté, donc forcément ça fait bouger un peu la pathologie ou l'expression des signes. Mais en tout cas, les moxas, la moxibustion, c'est sur des points énergétiques qui sont des carrefours tout à fait spécifiques dans la médecine d'Orient. C'est-à-dire qu'au fond, ça correspond aussi à des points de sensibilité douloureuse tout à fait particuliers. Et c'est pour ça qu'il y en a qui les massent aussi et qui ne font pas forcément une action thermique. Mais l'action thermique, c'est très intéressant. Alors, au niveau des cautères, Mlle Ouetrani a également souligné que, notamment dans la médecine bédouine, on avait
une médecine un petit peu, je dirais, pas de sorcellerie, mais où, par exemple, les Bédouins qui pensaient que la maladie ne tombait que sur l'homme, eh bien, allaient aux portes de la ville pour braire, pour faire croire qu'ils étaient des ânes et écarter la maladie. Donc le cauter peut aussi, avec le feu, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu différent, quoi. Tu disais est parfaitement vrai, car Dieu sait si dans le monde occidental les piqûres n'ont pas une bonne renommée. Mais je me souviens qu'en Algérie, on n'avait aucune difficulté pour faire des piqûres. Au contraire, l'Ibra, je crois qu'on dit l'Ibra, la piqûre, c'est-à-dire plus elle était douloureuse, plus le patient était content. Oui, mais alors, mais alors, c'est intéressant parce que là, vous parlez des questions de l'injection. Mais l'injection aussi, c'est une question liée à l'air, en fin de compte. Et dans la conscience orientale, c'est la pneuma. Hein, c'est-à-dire, au fond, c'est l'âme, la pneumatosophie, la science de l'âme. Ça veut dire que dès lors que vous faites une injection, moi j'ai fait l'expérience avec des sous-cutanés homéopathiques, par exemple, hein, quand vous les injectez, et là je m'en fais actuellement au niveau des tempes, ce qui n'est pas très agréable pour des thérapeutiques de l'œil, en fait. Hein. Donc, eh bien, si vous soufflez à ce moment-là, au moment où vous poussez l'aiguille, si vous soufflez à ce moment-là, vous avez beaucoup moins mal que si vous restez en inspire ou autre. Donc ça veut dire que quand on utilise les ventouses et quand on les met dans le cadre d'une colique néphrétique, et en médecine, on va dire, simplifiée, hein, de terrain, si on n'a pas autre chose, eh bien, on crée une dépression d'air qui est quand même extrêmement soulageante de la douleur. Hein, ça veut dire qu'au fond, en quoi le rapport... je pose une question générale. Hein. En quoi le rapport avec l'azote, substance de la conscience, présente dans l'air pour les 4/5e, est-il en rapport avec justement le sens de la douleur? Et regardez toutes les molécules qui sont azotées parce qu'elles sont aussi en rapport avec la douleur. Ça, c'est une extension. On va peut-être pas vous fatiguer de plus. Non, non. Je pense que ça sort un peu mon domaine de compétence, en fait. Je suis désolée. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans la thèse de Mlle Ouetrani, quand on prend Ibn Rushd ou Maïmonide, donc pour Al-Andalus, et puis on peut reprendre au niveau occidental, donc Hildegard von Bingen, c'est qu'à cette époque-là, on a une conception du malade qui est qu'on va considérer la personne humaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer le malade comme un ensemble de symptômes ou un tas de viscères. On va vraiment on va pas essayer de soigner la maladie, mais on va essayer de rendre, je dirais, inefficace la maladie et bien sûr apporter un soulagement, mais on va essayer surtout de soigner le malade. Et on le retrouve chez Ibn Rushd qui, dans son Colligette, dit en médecine, il y a d'abord la parole, c'est-à-dire qu'on va dialoguer, on va écouter, on va échanger avec la personne, puis l'herbe, donc c'est le médicament, si vraiment la partie d'écoute et d'échange n'a pas été suffisante, et enfin le bistouri. Hildegard von Bingen considère que le malade doit être, ou la malade doit être considérée comme une personne humaine et qu'on doit s'intéresser à cette personne humaine. Et je vous recommande, alors, il ne faut pas rentrer, mais parce que c'est quand même très malsain quand on va dans les cliniques de la région, mais si vous vous arrêtez devant la clinique Saint-Martin, sur le fronton, personne ne le remarque vraiment. Donc vous faites attention parce que pas glisser sur les dalles, mais sur le fronton, vous avez une invocation de Maïmonide qui est gravée. Oui. Et c'est « fait que je ne vois que l'homme dans celui qui souffre ». Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je dirais ça, c'est presque un petit peu avant Canguilhem, où on va vraiment considérer le malade comme une personne humaine et vraiment à considérer dans son entièreté. Et actuellement, ou il y a quelques années, j'espère que ça va s'améliorer, mais on a eu un petit peu trop tendance à considérer le malade comme un cas.
C'est-à-dire que quand, malheureusement, si vous avez déjà fait, je pense que tout le monde a fait un petit séjour à l'hôpital, ben, vous n'êtes pas madame, ou mademoiselle ou monsieur, mais vous êtes l'appendicite numéro 25 ou l'intervention B92. Et ça, je pense qu'il faudrait revenir, bon, maintenant c'est enseigné, hein, mais de revenir vraiment aux soins de la personne humaine, parce qu'on est en train de déshumaniser un petit peu la société et ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc si nos grands anciens arabo-musulmans, juifs et chrétiens peuvent justement faire en sorte qu'on revienne là-dessus, je pense que ça serait une bonne chose. Une question de ma part. Je vous pas. Toute la médecine, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, consiste à chasser du corps le mal. Donc, clistère, donc saigner, etc. Est-ce qu'on retrouve cette même conception dans la médecine arabo-musulmane? Est-ce que la saignée se pratique beaucoup? Est-ce que le clistère se pratique beaucoup? Ça s'est pratiqué. Est-ce que l'examen des urines et l'examen des selles est quelque chose d'important? Ah oui. 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 Alors, pour revenir à la première question, les saignées, c'était le point de départ. Mais ils ont été un peu délaissés par les savants, par les praticiens. Mais il faut savoir que les saignées sont toujours d'actualité dans le monde arabo-musulman en ce moment même. Ah oui. C'est ce qu'on appelle, enfin je l'évoque, el-hijama en arabe. Et c'est largement répandu. Il y a le traitement par les sangsues aussi qui est employé à l'époque médiévale, qui est intéressant. Hein, vous en avez parlé. C'est ça, l'irréduthérapie. C'est quel médecin? C'est Avicenne, oui, qui l'avait évoqué dans son canon de médecine. Alors, je voudrais vous poser la question vis-à-vis de l'utilisation des remèdes et des médicaments issus des trois règnes de la nature, le minéral, le végétal et l'animal. Et la question qui me porte, c'est l'idée que avait le médecin de la Renaissance, c'est-à-dire, je veux dire, Paracels, donc on se situe bien après Hildegard von Bingen, auquel fait référence M. Rio, c'est-à-dire, au fond, il a cette citation que je trouve assez fabuleuse, il dit « J'ai observé les pierres, les plantes et les animaux, et ils me sont apparus comme les lettres éparpillées d'un alphabet pour lequel l'homme constitue le mot complet et vivant. » Ça veut dire, au fond, une somme où l'homme est la nature est un éclaté de l'homme, quelque part. Et est-ce qu'on a, dans la conception arabo-musulmane de cette époque, une sorte de vision de l'homme à l'extérieur, c'est-à-dire, au fond, des processus à l'extérieur qui deviennent des processus à l'extérieur, minéraux, végétaux et animaux, qui deviennent processus thérapeutiques à l'intérieur de la nature humaine? À l'époque qui a été étudiée, effectivement, on va reprendre les drogues issues du règne animal, du règne végétal et du règne minéral. C'est ce qui donnera au XVIIe Ministribus Versantur. D'ailleurs, c'est ce qui est inscrit sur les nouveaux t-shirts de la Corpo de Pharma de Caen. Si ça vous intéresse, ils ont repris Ministribus Versantur. Mais de là à aller... Enfin bon, il y a peut-être des textes là-dessus, sur une projection, mais je ne pense pas qu'on ait trouvé ça. On trouve effectivement l'étude de médicaments issus du soufre, issus d'un certain même de pierres précieuses ou de minéraux. L'antimoine, il y a tout un tas, il y a tout un travail dedans sur la chimie, puisque ce sont des chimistes. Donc, ils vont étudier un certain nombre de minéraux qu'ils vont extraire ou qu'ils vont transformer pour faire des drogues actives. Il y a aussi, et Mlle Ouetrani en a parlé, notamment c'est Maïmonide, je ne crois pas dire de bêtises, qui a travaillé beaucoup sur les poisons et les antidotes. Il a été... un vizir lui avait demandé... parce que bon, il y avait également des gros problèmes politiques à l'époque, c'est-à-dire qu'on pouvait se faire empoisonner du jour au lendemain. Et donc, on avait demandé à Maïmonide de faire une étude très très pointue, une étude de toxicologie, à la fois sur les poisons et sur les contrepoisons et les antidotes.
Et d'ailleurs, vous en avez parlé dans votre travail où on retrouve des choses intéressantes sur des tanins qui vont précipiter des alcaloïdes. Donc il y a des choses qui sont vraiment des observations intéressantes. Et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas, enfin que les Occidentaux et les autres n'aient pas fait la bibliographie au fur et à mesure, parce qu'on aurait évité de perdre un temps fou. On a eu des siècles où ça s'est un petit peu calmé au niveau de la recherche et on aurait pu certainement découvrir beaucoup plus rapidement un certain nombre de choses. Par contre, on n'a rien vu sur les injections, les clistères, je ne suis pas certain. Il y a pas ces choses-là n'ont pas été signalées. Mais les ventouses dont vous parliez tout à l'heure, ce sont des cornes, des ventouses en cornes. Donc ça, c'est très très ancien. Les antidotaires sont des recueils bien connus, traduits. C'est ça. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir qu'un certain nombre de savants vont se focaliser sur les thériaques et vont inventer tout un tas de formules. Alors après, il faudrait vraiment avoir un programme d'études sur les manuscrits qui sont encore... Quand on a discuté avec M. Bouzelmat, là, qui était venu donc dans le jury, il nous disait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient totalement inexploitées. Faute de temps, faute de connaissances et faute de programme aussi de recherche. Et ce qui est à craindre, c'est qu'un certain nombre de documents puissent disparaître. Donc je crois qu'il y a un programme, il nous avait parlé d'un programme de numérisation et de protection de ces documents. Mais bon, vu ce qui se passe un petit peu dans certains pays du globe actuellement, on a des risques de destruction qui sont quand même... On a eu 44, mais il y a beaucoup de gens ici actuellement qui ont la même chose chez eux. Notre cher consoeur est peut-être fatigué. Non, mais c'est jusqu'à 9h30 ou 10h, donc... Je voudrais vous demander, c'est concernant déjà premièrement la chirurgie arabe. Est-ce que, comment étaient formés les chirurgiens et comment ils pratiquaient, puisque ça me semble assez éloigné de l'éthique médicale de l'époque. D'accord. Alors, c'est vrai que là, je ne pouvais pas tout détailler dans la présentation, mais dans ma thèse, en fait, je fais vraiment un grand chapitre sur la formation des médecins. Et notamment, ils avaient le même cursus actuellement, c'est-à-dire qu'ils passaient par les universités, les madrasas. Enfin, c'était des universités libres où on étudiait toutes les matières, donc la géométrie, les maths, la physique. Et après cela, ils devaient donc valider leur diplôme et c'est à partir de ce moment-là qu'ils devaient entamer les études de médecine. Les études de médecine, en fait, comprenaient des études pratiques et théoriques dans les hôpitaux. Donc en fait, ce sont des systèmes, enfin c'est le CHU en fait, c'est des systèmes universitaires et hospitaliers en même temps. Enfin, notre même système actuel qui a permis la formation de ces médecins à l'époque. Si vous voulez, en fait, comment ils procédaient, voilà. C'était... Vous pourrez venir voir, on a des traités de chirurgie où on montre comment procéder aux actes chirurgicaux. Et vous avez des traités d'anatomie. Et ce que je faisais remarquer à Mlle Ouetrani, c'est qu'il y a certains dessins, je ne l'ai pas retrouvé, certaines planches d'anatomie qui ressemblent beaucoup aux planches de la médecine ayurvédique. On retrouve à peu près des choses qui sont semblables. On ne va pas aller plus loin, mais il y a des documents qui sont vraiment intéressants parce que non seulement on a l'écrit, mais on a aussi les illustrations. Donc vous pourrez venir voir tout à l'heure, on a la description des scalpels, des bistouris, des forceps, enfin tout le matériel. Et puis on a la description de la méthode, si on peut dire. Mais moi, je veux dire, est-ce qu'il pratiquait l'anatomie descriptive, c'est-à-dire il mettait un cadavre, puis il le découpait, puis il le... Oui. Ah oui, oui. Ah oui, enfin j'explique que en fait il y avait des étudiants. Ils étaient,
enfin, les praticiens étaient entourés d'étudiants à cette époque, vraiment comme à notre système actuel. Et c'est par ce biais que les étudiants donc, apprenaient la pratique et en même temps, ils réservaient un peu l'après-midi pour la théorie. Donc du coup, ils étaient au chevet des patients, ils voyaient les différentes maladies et ils pouvaient pratiquer l'anatomie. Puisque en fait la biopsie, les différentes autopsies se faisaient, étaient vraiment légales à cette époque. Je voudrais aussi... Là, il ne faut pas écrire non plus une romance sur ce problème-là. Parce que vous savez, dans nos pays occidentaux, tout a commencé par la médecine, qui au départ n'était pas tellement séparée de la pharmacie, etc. Mais après ça, la médecine a pris son indépendance. Et je vous assure que la chirurgie et la pharmacie sont sortis au forceps. Hein? La chirurgie a été considérée. C'était les chirurgiens barbiers qui passaient dans les villages, qui recousaient les gens, etc., etc. C'était des gens qui n'étaient pas très bien considérés par les médecins. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe que l'on est arrivé à donner un statut identique à celui du médecin aux chirurgiens. Et les pharmaciens, ça a été aussi très tardif. Oui, mais je suis pas certain qu'il faille comparer absolument, parce que c'est deux choses différentes. Mais là, ce qu'on a trouvé, c'était vraiment des documents où, bizarrement, le chirurgien est plutôt considéré comme un médecin, et il y a une formation. Alors que, effectivement, il y a eu à un moment, mais je sais bien ce que vous dites. Il y a eu des formations et il y a eu des diplômes, enfin ils étaient spécialisés et puis il y a aussi un organisme qui vérifiait leur qualification. Donc du coup, ils étaient vraiment reconnus à cette époque comme étant chirurgiens. Nous n'y étions pas, si c'est ce que vous voulez dire. Qui est-ce qui faisait les accouchements des sages-femmes? Là, je ne voulais pas travailler. Non, mais c'est pas une encyclopédie. Hein. Mais si, c'est pas dérangé pour rien. Non, mais là, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir répondre parce qu'on n'a pas travaillé. On pourrait développer, on aimerait ce sujet est vraiment intéressant. J'ai été obligé de la limiter parce que sinon on partait. Donc on a essayé de recadrer vraiment sur le pharmaceutico-pharmaceutique. On ne pouvait pas ne pas parler de la médecine, la chirurgie. Mais sur la maïotique, on n'a pas travaillé. Excusez-moi, si je peux juste apporter un petit détail pour la formation des chirurgiens à cette période. Compte tenu que le cadavre humain était rare et mal conservé, puisque les frigos n'existaient pas à l'époque, donc fallait attendre les périodes froides. Hein. Donc on s'entraînait beaucoup sur les animaux. Hein, déjà de la période Galien, hein, faisait enfin même avant, on faisait donc des autopsies sur les animaux et ça servait d'apprentissage aux chirurgiens. Oui, si. Bon, juste pour compléter aussi, et ça va dans votre sens. Bon, d'une part, la seule formation, enfin en Occident, la seule formation au Moyen Âge, hein, la seule formation académique, c'est celle de médecins. Les chirurgiens et les pharmaciens, c'est une corporation. Oui. C'est une corporation. Et qui est sous la tutelle, on a les statuts des médecins, des médecins, qui est sous la tutelle des médecins. Bon, je connais un petit peu, mais pour Caen, par exemple, on sait très bien que la seule possibilité, effectivement, de faire des dissections, pendant longtemps, ça a été interdit par l'Église. Donc ça n'était pas fait, encore que à Montpellier, on l'ait fait un peu, alors même que c'était interdit. Pardon. Et il y avait des médecins juifs, beaucoup à Montpellier, surtout des médecins juifs à Montpellier. Et donc, et puis les protestants, c'est plus tardif quand même, hein, c'est l'époque moderne, c'est pas l'époque médiévale. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les dissections à Caen, on les faisait sur les condamnés à mort, uniquement au XVIIIe siècle. Et comme à Caen, il n'y avait pas énormément de condamnés à mort, donc on a des textes tout à fait savoureux pour dire on manque de condamnés à mort. On n'avait pas le droit de disséquer les femmes non plus, de faire de dissection sur les femmes. Et en plus de ça, on a des textes en disant on ne va pas trimballer le corps depuis la place de l'échafaud, donc c'est la place du Loris, c'est-à-dire la place du Sauveur, pour l'emmener je ne sais où, et pour faire au vu et au su de toute la population. Donc en fait, il y avait même tardivement, même très tardivement, il n'y a pas eu de dissection
de dissection à Caen, malgré tout ce qui se racontait sur la tour Machard. Oui, la tour on Machard. entendait des cris. Hein. Merci.